J'accueille Alexandre Kateb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes notamment l'auteur de Les économies arabes en mouvement. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension ce soir. Que vous font craindre tout d'abord ces développements depuis 3 jours? Écoutez, là, je crois qu'on est face à des événements qui échappent totalement au schéma auquel on est habitué, hein, même dans le cadre des précédents conflits entre Israël et l'Iran. On passe à une autre dimension et effectivement, il y a des craintes importantes quant aux répercussions géopolitiques, économiques et financières de ces événements. Concrètement, c'est le pétrole qui a inquiété dans un premier temps. C'est ce qu'on a vu sur les marchés dès vendredi. Oui, le pétrole a inquiété. On a vu une hausse du prix du pétrole, hein, autour de 7 à 10%. Les marchés ont eu un peu le temps pour digérer ces nouveaux développements, mais comme il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur que va prendre cette guerre et ses conséquences ultimes, eh bien, les primes de risque, en effet, sont en train de monter en flèche. Alors pour l'instant, les marchés pétroliers écartent le scénario du risque le plus, on va dire, catastrophique, celui d'une fermeture notamment du détroit d'Ormuz, qui charrie plus de 30% en fait des exportations mondiales de pétrole. Et la fermeture de ce canal stratégique aurait des conséquences immenses, évidemment, pour l'économie mondiale, mais c'est également un scénario qui aujourd'hui a une très faible probabilité au sens géopolitique, car l'Iran n'a pas forcément intérêt à couper ce canal qui lui permet d'exporter sa propre production de pétrole. On comprend que ce serait une réaction ultime de la part de l'Iran, mais déjà depuis hier, Israël frappe des raffineries. C'est une raffinerie de gaz, me semble-t-il, hier frappée par un drone israélien dans le sud du pays. Ce type de frappe pourrait avoir des conséquences directes sur l'Europe. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Quand ça se produit en Iran, l'Europe peut être concernée. Alors déjà, l'objectif affiché de ces frappes est de compromettre, en fait, de déstabiliser l'économie iranienne et le pouvoir qui a besoin iranien. essentiellement de ses revenus. Absolument. Enfin, là, il s'agit d'une production de gaz qui est essentiellement consommée en interne. L'Iran n'exporte pas de gaz. Il n'a pas les capacités de liquéfaction, etc., qui lui permettraient d'exporter ce gaz ou des gazoducs. Donc là, il s'agit essentiellement d'une consommation intérieure et l'objectif est essentiellement géostratégique et militaire. Maintenant, il faut savoir que ce gisement qui a été affecté, c'est le plus grand gisement gazier au monde. Et l'Iran le partage avec le Qatar, qui est lui un exportateur majeur de gaz. Et donc, si il y avait des répercussions sur la capacité du Qatar, en fait, à exporter son gaz à travers différentes actions que pourrait prendre l'Iran pour peser aussi dans les négociations et pour arriver à une désescalade au niveau militaire, donc en engageant notamment les États-Unis et d'autres acteurs, eh bien là, effectivement, il pourrait y avoir un scénario beaucoup plus inquiétant sur le marché mondial du gaz. Maintenant, il faut savoir que l'Europe importe très peu de gaz du Moyen-Orient, ou importait très peu de gaz du Moyen-Orient, du moins jusqu'en 2022, puisque, comme vous le savez, le fournisseur principal de gaz, jusque-là, c'était la Russie. Ensuite, il y a eu une volonté de diversification qui allait essentiellement dans deux axes, c'est-à-dire les États-Unis, avec une croissance très forte des importations de GNL américains, et le deuxième acteur qui était pressenti, c'était le Qatar. Et donc tous les pays européens, dont la France, l'Italie, l'Allemagne, se sont pressés de signer des deals avec le Qatar. Donc on voit que la prime géopolitique associée aujourd'hui à cette stratégie est en train de monter en flèche et que ce n'est pas forcément soutenable non plus sur la durée. Les monarchies du Golfe, elles aussi, ne voulaient pas de ces développements. Est-ce qu'elles sont capables de compenser des interruptions d'exportation iraniennes? Alors,
Aujourd'hui, le seul pays qui a véritablement les moyens de compenser un manque iranien, 2 millions de barils de pétrole qui seraient affectés, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite dispose de ces marges de manœuvre et pourrait mettre sur le marché, théoriquement, ces 2 millions. Les Émirats pourraient en mettre 200, 300, je dirais 1000, mais beaucoup moins. Et d'autres acteurs également pourraient supplanter cette disparition des exportations iraniennes. Mais néanmoins, le marché serait dans une situation de tension telle que une autre crise géopolitique conduirait inévitablement là à une hausse très forte des prix, puisque là, on serait au niveau d'une tension, je dirais, maximale sur les capacités de production sans aucune réserve stratégique. C'est tout le nucléaire iranien avec son Katab qui est en train d'être détruit par les Israéliens. C'est leur volonté, même si ils l'ont déclaré, Benjamin Netanyahou l'a déclaré dès vendredi. Il n'est pas possible d'annihiler totalement le processus d'enrichissement, enfin le programme nucléaire iranien. On comprend que c'est malgré tout un retour en arrière considérable pour le régime iranien. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments concernant les dommages effectifs qui ont été infligés, je dirais, sur les sites nucléaires et de manière plus globale sur la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran et sur sa capacité à poursuivre cet enrichissement jusqu'à atteindre le stade de la production d'une bombe. On sait que le site de Natanz, par exemple, qui est un site très important, a été touché. Et donc là, effectivement, c'est un délai qui a été en quelque sorte gagné par les Israéliens, puisque pour faire redémarrer ce site, il faudrait sans doute plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a d'autres sites qui sont beaucoup moins faciles d'accès, des sites souterrains, comme sur celui de Ferdow, ou un nouveau site qui est en cours de construction sous une montagne, et ceux-là sont quasiment hors d'atteinte des Israéliens, et même, selon les experts, des bombes, des bombes mégatonnes américaines qui ne pourraient pas atteindre ces sites qui sont parmi les plus secrets. Et qui d'ailleurs sont tellement secrets qu'ils n'ont pas été déclarés à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais on en parle quand même ce soir sur ce plateau. Voilà, donc on voit, oui, parce qu'on les connaît et ils ont été signalés. Mais on sait que, en fait, l'Iran a la capacité, si vous voulez, de continuer son programme nucléaire et sans doute d'atteindre le stade, disons, de la production d'armes, de têtes nucléaires, sauf si vraiment l'objectif de ces frappes et de cette guerre était de finalement provoquer un changement de régime, ce qui semble aussi être une option qui a souvent été avancée notamment par Netanyahou, mais qui est une option beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus risquée, et qui est sans doute pas faisable sans l'aide et l'assistance et la participation active des États-Unis, ce que ces derniers ont refusé de faire jusqu'à présent. Pour l'instant, on entend la détermination absolue des autorités iraniennes. Il n'est pas question de discuter, de négocier. On est dans une escalade militaire. Malgré tout, ce qui est en train de se dérouler va forcément, le jour où il y aura à nouveau capacité de négocier, changer la donne dans ces négociations concernant le nucléaire iranien. Oui, en fait, ce qui est en jeu là pour l'Iran, c'est pour le régime iranien, comme on l'entend, c'est la survie même de ce régime et de ce système théocratique qui a été mis en place et qui prime sur le système politique et sur les responsables politiques, donc autour de l'ayatollah Ali Khamenei, qui est très vieux aujourd'hui. Et qui est engagé dans 86 ans, qui est engagé aujourd'hui dans un processus de transition. Alors certains disent que ce serait son fils qui serait pressenti pour reprendre le flambeau, donc de facto transformant ce pouvoir théocratique en un pouvoir dynastique et instaurant une sorte de nouvelle dynastie en Iran. Mais là-dessus, il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de factions en Iran, le système est très complexe, le système politique, en réalité, sous la surface. Et aujourd'hui, l'Iran pourrait être tenté de gagner du temps, justement pour préserver
la capacité de survie du régime et à assurer cette transition et cette succession, et donc d'aller vers une désescalade, y compris en reprenant les négociations avec les États-Unis. L'Iran pouvait difficilement se permettre cette guerre. Le pays avait besoin de respirer, de ne plus avoir à supporter les sanctions économiques. Et c'est donc tout l'inverse qui se met en place. On imagine aujourd'hui un effondrement, peut-être pas politique ou théocratique, mais en tous les cas un effondrement de la société iranienne qui va être la première à payer le prix de cette guerre. L'effondrement, c'est un scénario que beaucoup d'analystes occidentaux ou israéliens ont théorisé depuis des années, voire des décennies, mais qui ne s'est jamais produit. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est que des régimes qui sont acculés, des pays qui sont acculés, y compris sous un régime de sanctions très dur, développent des capacités et des mécanismes de contournement de ces sanctions et de développement de circuits économiques et financiers parallèles. Ce qu'a fait l'Iran, ce qu'a fait la Russie, ce qu'a fait la Corée du Nord, par exemple. Et donc, cette théorie d'un changement de régime par la pression maximale économique, c'est une théorie qui reste une théorie à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a jamais eu vraiment dans l'histoire, ou très peu en tout cas, de cas où ça s'est produit. Par exemple, en Irak, c'était une invasion militaire de l'Irak par les États-Unis. C'est ça qui a provoqué le changement de régime. C'est passé en Syrie aussi. Voilà, en Syrie, en Libye, c'était les frappes de l'OTAN. Donc, en fait, cette forme de guerre économique et d'armes économiques n'est pas forcément quelque chose qui aujourd'hui est très efficace. La population, évidemment, souffre, la population iranienne souffre de cette situation, mais il y a aussi un phénomène de ralliement au drapeau, dans ces situations d'adhésion au régime, dans des situations de crise extrême, parce que c'est un pays qui ne veut pas se voir imposer de l'extérieur sa politique et son régime politique, et notamment les Iraniens ont encore en mémoire le coup d'État contre le Premier ministre Mossadegh dans les années 1950. Ce sera ma dernière question, Alexandre Kateb. Qui pourrait tirer bénéfice de cette instabilité? Peut-être la Russie, on la voit se placer dans le cœur du dispositif de médiation éventuellement. Alors, la Russie, oui, d'une certaine manière, elle retrouve son statut de puissance mondiale grâce à cela, et parce qu'elle se positionne en effet comme médiateur, et également comme recours sur les marchés énergétiques et pétroliers. Donc l'idée de nouvelles sanctions contre le pétrole russe semble s'éloigner à mesure que cette crise au Moyen-Orient se développe. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Kateb, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir apporté ces éléments de compréhension face à ces développements qui, effectivement, nous prennent de court et sont peut-être parfois difficiles à appréhender. Merci à vous.